Pourquoi écrire des ouvrages? Alors j'en ai écrit une dizaine. D'abord j'ai été consultant. Je crois que c'est toujours important de pouvoir formaliser ce qu'on va préconiser sur les tribunes ou en donnant des conseils. C'est une exigence supplémentaire, une discipline si vous voulez, qui oblige à vraiment aller jusqu'au fond de ce qu'on veut bien dire. Donc j'ai écrit une dizaine d'ouvrages de management, j'ai écrit 30 pièces de théâtre, aussi 2 comédies musicales. Et puis celui-là, c'est un peu, après 30 années de conseils en management, je me suis dit que ça serait bien de faire un point sur qu'est-ce qui bouge autour de nous et comment ça va impacter à la fois nos organisations et nos entreprises. Alors ça, c'est plus pour un apport, si vous voulez, pour une contribution au grand public. Et puis un second point était, comme j'ai vendu mon cabinet de conseil, j'ai créé la Maison du Management, qui est un endroit où les managers viennent se ressourcer, s'oxygéner, prendre les nouvelles tendances, partager, échanger, se professionnaliser et tonifier leurs compétences managériales. Donc je me suis dit que pour le lancement, puisque la Maison du Management n'a que 2 ans, c'était bien d'avoir une sorte de plaquette institutionnelle de haut niveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XXIe siècle, ça bouge et ça bouge à toute allure. Alors j'ai listé, c'est un parti pris, j'ai listé 10 métamorphoses de la société qui vont impacter nos organisations et donc le rôle de manager. Je prends les 3 premières, l'accélération du temps qui fait que ça va de plus en plus vite, que c'est un geyser maintenant, que le progrès va... Avant on était tous... Tout le progrès était sur une ligne horizontale, maintenant ça part, c'est une effervescence du progrès. Tout s'accélère, voilà, c'est le TGV, le temps à grande vitesse. Vous avez la mondialisation, où maintenant vous faites le tour du monde. Quand Paul Valéry disait le temps du monde fini en 1954, maintenant ça y est, comment fini? On fait le tour du monde, on s'habille pareil, on écoute les mêmes chansons, les mêmes musiques, on a les mêmes jeans, on a les mêmes... tout est, j'allais dire... Tout est globalisé. Vous avez la révolution numérique, c'est vraiment une révolution qui à la fois peut faire peur, mais qui offre aussi un nombre d'opportunités extraordinaires dans le monde. J'étais au MoveJ hier, quand vous voyez tous ces jeunes là, qui créent des nouvelles applications, qui vont à tout à l'heure, l'ubérisation de la société, qui créent des nouveaux produits, des nouveaux services, ça va... Alors j'en ai listé 7, je ne sais pas si on a le temps de toutes les dire, sur la financiarisation de l'économie, qui fait que, à mon avis, il y a l'économie mondiale se coupe en 2 parties. Il y en a une qui devient hyper financiarisée, donc qui appartient au monde financier, et ça, il y a une sorte de retrait, de rétractation de l'opinion publique en disant « Attendez, moi, aller travailler pour la veuve de Floride ou la veuve de Carpentras sous son fonds de pension, ça ne m'intéresse pas du tout. » Et en revanche, il y a une économie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus volontaire, entrepreneuriale, qui fait que les ETI, ou les petites entreprises, les créations, les start-up, tout ça, je veux dire, ça fleurit, c'est magnifique. Et ça fait jouer. Et je pense que par exemple, toutes les banques et les assurances ont des difficultés à avoir parce que les gens ne veulent plus rentrer dans les grands trucs, dans les grands machins, dans les grands zinzins processés de partout. Donc il faut aller à l'extérieur. Il y a autre point, l'effritement des institutions et des idéologies collectives. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Le monde, alors, la religion, il y a une déchristianisation en France, alors il y a la pratique religieuse baisse et chacun ça rentre dans le domaine individuel. Alors il y a des communautarismes extrêmement violents, des sectarismes, mais en général, et nos moindres religions. La patrie en France, on est plutôt sur l'Europe ou sur la région. Qu'est-ce qu'il y avait? La famille, aujourd'hui, si vous mariez, j'allais dire, vous avez un risque sur 2 de divorcer si vous êtes à Paris, un risque sur 3 en province. Voilà. La seule institution qui reste, si vous voulez, c'est l'entreprise, et c'est elle à qui la société demande de prendre en charge toute cette externalisation de coûts et d'être, ce qui va faire dire à l'entreprise d'être beaucoup plus attentive à son environnement. C'est le développement durable, c'est un autre point. La montée de l'émotion sur la raison. Aujourd'hui, les entreprises peuvent se décorseter. On a le droit d'avoir des émotions aujourd'hui. Et puis même le terme émotion, c'est magnifique parce que ça veut dire du motion latin, ça veut dire bouger, ça veut dire aller de l'avant.
Vieillissement de la population. On est avec les seniors, aujourd'hui il y a 3 générations, ce qui est extraordinaire, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, quand les jeunes arrivent dans l'entreprise, ils en savent plus que les personnes qui y sont, d'où la valeur de l'expérience. Avant on avait les vieux moustachus qui savaient tout, hein, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, mais là c'est la vieillesse, elle devient en dehors du truc, et la capacité, enfin on parle de mentoring inversé, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes d'aider leur père, PAIRS, PERS, enfin, ou les seniors en tout cas, à savoir naviguer. Et puis le dernier point, c'est une émergence tout même dans les pays riches d'un droit à la qualité de vie au travail. Je dis bien dans les pays riches parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont encore au chômage et pour lesquels c'est pas facile. Mais quand les gens ont le choix, ils disent maintenant je veux plus travailler idiot, voilà, il faut que j'ai du sens, il faut que ça fasse quelque chose, et puis je veux pas travailler non plus dans une boîte noire dégoûtante, enfin voilà, sale, où je ne respire pas, c'est pas d'oxygène, il n'y a pas de fun, il n'y a pas d'envie, et je pense qu'aujourd'hui c'est la stratégie de l'envie qui est le plus important, il faut que les jeunes, les jeunes, et les moins jeunes et les seniors, que tout le monde ait envie de se battre pour un projet d'entreprise. Alors, je recommande des tas de choses, bien sûr, dans vos livres. Combien ils vaut, je ne sais plus. D'abord, le premier, c'est de s'ouvrir. Voilà, c'est de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, on peut plus travailler dans sa propre entité, dans sa propre unité. La mondialisation fait qu'on se compare, mais même si on est fonctionnaire, hein, les impôts, on va les comparer avec d'autres impôts. Et moi, je veux dire, en tant que citoyen, je ne vois pas pourquoi je paierais plus cher mes impôts, le recueil, la collecte des impôts, que dans d'autres pays. Ça coûte 0,4 pour 1000 en Norvège, 0,2 pour 1000 le recouvrement de l'impôt dans les pays nordiques, en Norvège, en Suède. En France, ça coûte 0,4 pour 1000. Pourquoi moi, citoyen, j'ai paierais 2 fois plus cher cette collecte des impôts. Donc, mais ça vient aussi avec les grandes écoles qui sont comparées, ça vient avec les services d'urgence, donc c'est dans le public. Et alors, bien sûr, a fortiori dans le privé, où on regarde tout ce qui se passe. Cette mondialisation, finalement, conduit à un best in class, mais in the world, dans l'univers, et on va plus se comparer avec le petit voisin, on va se comparer avec les États-Unis, avec Hong Kong, donc il faut rester ouvert, et puis ça va tellement vite qu'il ne faut pas perdre pied, il faut rester. Premier point. Deuxième point, c'est être agile. Être agile, c'est-à-dire savoir apprendre. On parle beaucoup d'entreprises apprenantes. On fait aujourd'hui maintenant l'éloge de l'échec. Moi, j'ai un très bon ami, Carlo Nassau Biondo, qui est un des 4 vice-présidents au monde de Google, et il me disait, mais Philippe, c'est maintenant ce que je regarde, ils reçoivent, je crois, mais c'est plusieurs centaines de milliers de CV par an. Voilà. Et ils disent, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, alors je vois des CV très bien faits, des gens qui sortent de grandes écoles, mais enfin, c'est pas parce qu'on a montré à un moment son habileté à passer un concours que ça veut dire qu'on est capable de gérer, d'être performant 10 ans après, hein, c'est à un moment donné. Et puis c'est surtout, on va voir, c'est un troisième point, c'est la relation. Donc, je reviens sur les exemples des CV. Et quand il interroge des gens, il leur demande, mais vous n'avez pas eu d'échec? Et quand il y a des profils trop lisses, sans aspérité, il s'en méfie. Et il aime bien avoir des gens qui ont eu des échecs. Et aujourd'hui, on peut dire, c'est jamais je perds. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Et donc c'est, in English, sometimes I win, sometimes I learn. C'est beaucoup plus chic de le dire en anglais. Non, mais ça veut dire que c'est maintenant, on veut apprendre, c'est fail fast. Si on veut bien avoir des échecs, connaître des échecs, il faut être rapide aussi, puis tout de suite en tirer les enseignements. Donc ouverture, agilité, l'attention. Troisième, c'est l'attention aux autres. Voilà. Moi je pense qu'aujourd'hui, le manager du 21e siècle, il faut qu'il fasse attention à ses collaborateurs, il faut qu'il fasse attention à ses impacts sur l'environnement, il faut qu'il fasse attention aux personnes, parce que l'entreprise c'est une chaîne, et c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 0 égale 4 sur 5, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit mauvais dans l'entreprise, c'est 1 multiplié par 1, multiplié par 0, ça fait 0 sur 5. La boîte elle vaut rien, et vous allez dans un restaurant, s'il y a une personne, c'est le voiturier, ou le cuisinier, ou le serveur, ou la caissière, ou dans un magasin, il y en a un qui n'est pas bon, il ruine l'ensemble. Donc l'entreprise, c'est plus une addition de compétences, c'est une multiplication de compétences. Et il faut être absolument très vigilant sur cette attention que vous portez à d'autres.
Et encore là, je trouve enfin, au XXe siècle, vous vous rendez compte, qui évaluait les capacités managériales de ses collaborateurs? C'était les N+1. Attendez, aujourd'hui, le management, c'est quoi? C'est l'art d'animer une équipe pour atteindre des objectifs, mais aussi et de faire progresser ses collaborateurs. Voilà, et de permettre à ses collaborateurs de pouvoir progresser. Et on oublie très souvent ce deuxième volet. Vous lisez le management pour les nuls, c'est vraiment pour les nuls, parce que la définition, c'est la capacité à faire le travail par les autres. Moi, c'est la définition de l'esclavage, hein, je crois. Voilà. Et puis, dernier point, donc ouverture, attention, agilité, la coopération. Voilà, c'est de travailler avec les autres aujourd'hui. On va sur la diversité. Il n'y a plus le savoir unique, il n'y a plus des sachants et puis le reste du monde. Voilà. Et c'est que l'ensemble des connaissances évolue tellement vite, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des vouloir-faire, des savoir-être, fait que on a intérêt à travailler des jeunes avec des seniors, des hommes avec des femmes, des gens, comme on dit, de la cité avec des élitistes. Voilà. Donc c'est ces quatre principes, enfin ces quatre tendances où l'ouverture, l'agilité, l'attention, la coopération, mais vous n'apprenez pas ça à l'école. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un décalage aujourd'hui entre l'éducation, enfin non seulement déjà entre la société et l'entreprise, mais là aussi entre les écoles et les savoir-être que doit détenir le manager du XXIe siècle.